Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Entre certitude et confusion, nous tenterons d'en savoir plus sur l'éventuelle pénurie de carburant, hausse des prix, précipitation à la pompe, grève des raffineries. Parallèlement, des réquisitions de personnel ont eu lieu aujourd'hui. Ce soir, les syndicats de transporteurs, mais également de cheminots, appellent à un durcissement du conflit et à des actions dès demain matin. J'ai dû faire trois pompes ce matin pour arriver à avoir de l'essence. Jeu dangereux ou homicide dans la Sarthe, un jeune homme de 17 ans est mort d'une balle de revolver dans la tempe lors d'une soirée entre amis. 4 personnes sont toujours en garde à vue. En France, entre 50 000 et 60 000 enfants seraient victimes de dérives sectaires. C'est le résultat du rapport de la mission de vigilance contre les sectes. Ce soir, le témoignage d'une victime qui a passé 17 ans au cœur de l'enfer. Entre le discours d'amour et ce que je ressens et ce que je vois, il y a un paradoxe qui est énorme. Et c'est là où je me dis, mais ça cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. La nouvelle loi sur la bioéthique sera dans quelques jours en débat au Parlement. Ce soir, notre grand format sur ces pratiques interdites en France et qui sont pourtant détournées via Internet. Enquête sur ces donneurs de sperme que l'on peut choisir sur catalogue. On y retrouve des critères comme la couleur des cheveux, des yeux ou encore le niveau d'études. Nous irons au Danemark. Un dimanche de sport avec les images et les derniers résultats de la Ligue 1 de football avec la défaite de Saint-Etienne en déplacement à Nice. Ce soir, c'est Rennes qui conserve la tête du championnat après son match nul à Lens. Et puis à la fin de ce journal, le cinéma et le box-office. Notre invité ce soir, Guillaume Canet. Il vient nous présenter son dernier film, le plus personnel peut-être, des petits mouchoirs qui sont aussi les nôtres, la vie, les amis. Vous connaissez la suite, touchant, drôle et intime. On en parle avec lui tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce dimanche soir. Merci d'être avec nous et on va tout d'abord tenter d'y voir plus clair sur le fond du conflit dans l'industrie du pétrole. Conflit qui, selon le gouvernement, n'entraînera aucune pénurie d'essence. Les ministres des Transports et de l'Économie, Dominique Bussereau et Christine Lagarde, l'ont réaffirmé aujourd'hui. Le problème également, c'est la hausse des prix enregistrés à la pompe. Une chose est sûre, en tout cas, les Français prennent leurs précautions. Gabriel Garcia et nos bureaux en région. Fermés pour économiser les stocks ou parce que les cuves sont vides, difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que par endroits, comme ici à Rouen, les files d'attente mènent parfois à des déceptions. Pour moi, là, la cuve, elle est vide. Là, ça se met pas en route. Donc, c'est bon. Vous avez fait plusieurs stations-service? Ouais, je dirais peut-être pas loin de 7. À Montpellier, il y a encore de quoi commencer la semaine sereinement. Certains en profitent pour faire quelques provisions. C'est la voiture à ma fille là. D'accord. Ouais, je fais le plein pour la semaine en espérant que ça va pas durer quoi. Pourtant, à la pompe, les clients assurent ne pas acheter plus que nécessaire. Moi, c'est plutôt les gens qui font un mouvement de panique qui font que les caisses sont vides, quoi. À Nantes, certains automobilistes sont obligés d'aller jusqu'aux aires d'autoroute pour faire le plein. Depuis Nantes, on cherche, on a cherché partout à Sainte-Luce-sur-Loire, puis sur Nantes, et là c'est la première qu'on trouve ouverte. Mais elle est un peu chère ici. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Et à Lille, on pense même à passer la frontière. On va aller chercher notre essence en Belgique. Il y en a? Malgré tout, aujourd'hui, le gouvernement a tenté de rassurer. 230 stations sur 13 000, ça fait 2% de stations qui sont aujourd'hui fermées. Alors, ne parlons pas de pénurie avec 2% de stations fermées. Selon le ministère des Transports, à l'aéroport de Roissy, les livraisons de kérosène auraient repris, de quoi pour l'instant éviter un blocage du trafic aérien. Alors, blocage ou déblocage des dépôts, la CGT du groupe Total affirmait il y a quelques heures, je cite, que le jeu du chat et de la souris avec la police allait reprendre dans les dépôts de carburant. Et le syndicat dénonçait également la réquisition qui s'est opérée à la raffinerie de Grandpuits. Aujourd'hui, on retrouve sur place Fanny Stenler. Bonsoir Fanny. Alors, que s'est-il réellement passé? On a chargé de l'essence aujourd'hui à Grandpuits? Eh bien, la réponse est oui, puisque 3 salariés ont été réquisitionnés par le préfet pour ouvrir les vannes du dépôt et charger les camions citernes en carburant. Alors, selon nos informations, 9 camions citernes seraient venus s'approvisionner ici depuis 14 heures. C'est du carburant qui, selon les syndicats, eh bien, serait à destination des stations-service du département et de la région. Alors ici, les grévistes eh bien, sont très en colère. Ils déplorent la manière dont tout ça se passe et dénoncent, je cite, une atteinte grave au droit de grève. Ils sont déterminés à passer toute la nuit ici et disent vouloir
vouloir empêcher toutes les entrées et sorties du personnel de la raffinerie, surtout les entrées et sorties du personnel réquisitionné pour aller ouvrir les vannes et charger de nouveaux camions qui se présenteront pour s'approvisionner ici. Merci beaucoup Fanny. Une situation qui reste également confuse à Donge ce soir près de Nantes, cette raffinerie qui alimente en essence une grande partie de l'ouest du pays. Reportage sur place, Tanguy Kermarek et Gabriel Camilla. La flamme pourrait laisser croire encore à un semblant d'activité, mais depuis mardi, tout le complexe pétrochimique de Donge est bloqué. Plus aucune goutte de carburant ne sort pour ravitailler le Grand Ouest et une partie du sud-ouest du pays. Le feu couvre chez les salariés grévistes et la réquisition de personnel dans d'autres raffineries n'a fait qu'attiser les braises. Évidemment que c'est une atteinte au droit de grève. L'ensemble des travailleurs du raffinage se sont positionnés pour être grévistes sur la réforme des retraites. Ils la considèrent comme injuste. Le gouvernement n'écoute pas, c'est une chose, mais après, pour éviter la pénurie finalement dans l'ensemble du pays, finalement il utilise la violence policière. Le blocus est donc plus que jamais à l'ordre du jour. Les syndicalistes, en revanche, ne s'opposeront pas au passage de camions destinés à approvisionner les hôpitaux ou les forces de l'ordre, la seule concession envisageable. Le bassin nazairien, on s'est toujours battu pour les retraites, pour l'emploi. Ce n'est pas des CRS ou des forces de l'ordre qui vont nous déloger. Au piquet de grève, on affirme que plusieurs centaines de personnes peuvent les rejoindre à la moindre alerte. Mais ce dimanche, ce sont les familles qui en ont profité pour apporter leur soutien aux grévistes. Moi j'espère que ça va continuer, parce que l'État n'a pas l'air de vouloir bouger. En fait, je pense qu'ils nous prennent un petit peu pour des rigolos. Et je pense qu'il faut leur montrer que nous, on est peut-être le peuple, mais la France, c'est nous, quoi. Sur les bords de la Loire, les jours prochains ne s'apparentent pas à un long fleuve tranquille. Au large, les pétroliers incapables de venir charger leur cargaison prennent leur mal en patience. Situation de blocage donc dans les raffineries mais également dans les dépôts. Face à cela et en cas de durcissement du conflit, quelle sera la réponse du gouvernement? On a parlé il y a quelques minutes de la réquisition du personnel à Grandpuits. Nouvelle précision ce soir du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Il était l'invité d'RTL. On l'écoute. Nous ferons débloquer les dépôts si cela s'avère nécessaire. Et d'ailleurs, pour être encore plus précis, dès lors que ceux-ci sont dans l'incapacité de fonctionner du fait d'éléments extérieurs. Et vous savez que dans un certain nombre de ces dépôts, ce sont des éléments extérieurs qui empêchent précisément leur fonctionnement. Ceux qui veulent aller travailler ne doivent pas en être empêchés. Autre point chaud ce soir, ou plutôt dans les heures qui viennent, la situation dans les transports ferroviaires. Les 4 principaux syndicats de la SNCF ont annoncé en début d'après-midi, je cite, un rebond significatif de la grève, et cela dès ce soir. On prend donc tout de suite la direction de la gare Montparnasse à Paris. On retrouve David Boéry. Bonsoir David. Ce week-end avait donc été une pause syndicale, mais apparemment les syndicats entendent reprendre la main dans les heures qui viennent. Effectivement, Laurent, les syndicats appellent ce soir les cheminots à relancer le mouvement. On le sait, la SNCF est dans une grève reconductible depuis mardi dernier et la participation s'est un petit peu effritée. La CGT cheminots fait le pari de passer bien au-delà des 30% de grévistes dès demain. En tout cas, la direction a revu à la baisse ses prévisions de trafic pour demain, avec en moyenne un train sur 2 pour les TER, les TGV et le Transilien, un train sur 3 pour les corails et simplement un trafic normal pour l'Eurostar. Et les syndicats de routiers ont également appelé à rejoindre le mouvement, c'est cela, demain, David ? Oui, effectivement, là c'est la CFDT et la CGT qui appellent pour la première fois les salariés des entreprises de transport à rejoindre le mouvement. On ne connaît pas encore en détail les opérations qui pourraient être menées, mais les responsables que nous avons pu contacter évoquent des opérations dans une quinzaine de régions, des opérations escargot ou encore le renforcement des opérations de blocage qui ont déjà lieu dans les dépôts de carburant et les raffineries. David Boéry en direct de la gare Montparnasse à Paris. Et pour être complet, un rappel de l'agenda de la semaine. Mardi, nouvelle journée d'action. Mercredi, le vote de la réforme des retraites programmée au Sénat. Et jeudi, réunion intersyndicale pour la suite du mouvement. Voilà pour la page sociale ce soir. Dans l'actualité également, je vous le disais, jeu dangereux ou homicide. C'est ce que tentent de déterminer les enquêteurs après ce drame qui s'est déroulé lors d'une soirée entre amis dans la Sarthe près du Mans. Un jeune homme de 17 ans est mort d'une balle dans la tempe. Alors que s'est-il réellement passé? Les 4 personnes qui participaient à cette soirée sont toujours en garde à vue. Elisa Hélin, Yoann Ertombe. Les amis du jeune Amaury tenaient à lui rendre hommage devant le lieu du drame, à Maraîcher, près du Mans.
Dans cette maison, vendredi soir, le jeune homme âgé de 17 ans est décédé d'une balle de revolver dans la tempe. On jouait le dimanche avec lui à la pétanque. C'est un enfant, pour moi c'est un enfant. Il était adorable, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. La victime et ses 4 amis majeurs s'étaient retrouvés pour la soirée, comme souvent. Ils habitent tous la commune et ses environs. Amaury était apprenti plombier. Pour sa famille, c'est l'incompréhension. Et ça s'est passé chez les amis d'un de ses copains, bon, non, c'est pas plus. Alors apparemment, les petits qui ont fait ça avec lui, bon, ils sont en garde à vue, il faut savoir à qui appartenait l'arme et tout ça, non, c'est rien. Accident, jeu qui a mal tourné. Que s'est-il passé ce soir-là? Les 5 jeunes ont bu et ils ont manié une arme appartenant à la victime. La victime l'avait acquise apparemment dans la semaine qui précédait les faits. On peut penser à un homicide volontaire, on peut penser à des faits involontaires. Tout dépend de la volonté, de l'intention qu'avaient ces jeunes gens. Et en l'état de ce dossier, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Les 4 jeunes ont été placés en garde à vue tout le week-end. Leurs auditions se poursuivront jusqu'à demain matin. Autre drame de ces dernières heures, une femme de 49 ans, mère de 3 enfants, a été tuée à l'arme blanche ce matin dans le 19e arrondissement de la capitale. L'auteur des coups de couteau a été interpellé 3 heures plus tard. Il serait âgé de 27 ans. On ignore pour le moment les raisons de ce geste. Un témoignage maintenant et le message de la mission de la lutte contre les sectes est clair. Environ 50 000 enfants en France seraient victimes de maltraitance liées à une secte. 5 000 d'entre eux seraient même particulièrement en danger. Et pour illustrer cette situation, voici donc ce soir le témoignage d'une jeune femme de 32 ans qui a choisi de raconter son histoire au sein de la secte Les Enfants de Dieu. Elle nous dévoile son enfance, son cauchemar et sa maltraitance. Elle a duré 17 ans. Denis Sébastien, Philippe Évêque. C'est une enfant de 4 ans qui parle sous la plume d'une jeune femme de 32 ans. Un récit douloureux et terriblement précis. Aujourd'hui encore, Amorena Winkler parle souvent de ce qu'elle a vécu au présent, dans la peau de la petite fille qui a grandi dans une secte. Nos corps appartiennent aux adultes, c'est simple. Alors c'est les adultes qui projettent leur propre sexualité sur le corps d'un enfant, tout simplement. Donc on est à disposition à 100%. Dès tout petit, l'enfant ne marchait même pas, que déjà il fallait stimuler leur sexe en même temps qu'on les changeait, par exemple. Une façade joyeuse et bon enfant, et derrière une réalité sordide. Créée à la fin des années 60 dans le sillage du mouvement hippie, les enfants de Dieu font une lecture très littérale de la Bible et prônent un amour-partage, le sharing, à tous les sens du terme. Le sharing, c'est le partage de l'amour du Seigneur. Et donc tout le monde devait, adultes et enfants, ils avaient même fini par faire des plannings où qui tournait avec qui et comment pour faire du sexe, hein, tout simplement. Hein. C'était des orgies géantes finalement. Pas de place pour la pensée individuelle, tout est dilué dans le groupe et dans les préceptes de la secte. Amorena Winkler finira par en sortir, elle a alors 17 ans. C'est tellement le chaos que, entre le discours d'amour et ce que je ressens et ce que je vois, il y a un paradoxe qui est énorme. Et c'est là où je me dis, mais ça cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. La jeune femme a longtemps attendu avant de pouvoir écrire. Elle n'a plus aucun lien ni aucune nouvelle des enfants de Dieu, mais elle veut témoigner pour elle et pour tous les enfants victimes de sectes. Et sachez qu'il existe un numéro vert pour l'enfance maltraitée. Vous pouvez composer le 119. Des images ce soir en provenance de La Réunion, où cela fait une semaine que le cœur du parc national est en flammes. Près de 1000 hectares sont déjà partis en fumée. 300 personnes sont toujours mobilisées sur le site. Le parc national de La Réunion est classé depuis le mois d'août dernier patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Julien Pétier. Les fumées sont visibles à des kilomètres. Le feu ravage le parc national de La Réunion depuis une semaine. 800 hectares de forêt primaire ont déjà brûlé. Plus de 300 personnes sont mobilisées, pompiers, militaires et gardes forestiers. Nous coupons la végétation devant et les militaires derrière ils enlèvent les branches pour faire des pare-feux à de dernières minutes, quoi. 2 incendies s'étaient déclarés séparément. Attisés par les vents, ils se sont maintenant rejoints. Le feu se propage sur des crêtes très difficiles d'accès à 1800 mètres d'altitude. Les hélicoptères ne suffisent plus, des renforts arrivent de métropole.
Nous avons une spécificité de détachement d'intervention héliporté qui permettra aux autorités ici sur place, et notamment au commandant des opérations de secours, de pouvoir nous héliporter directement sur les points les plus chauds. Cet incendie est le plus important à La Réunion depuis 20 ans et il continue de progresser. Il fait près de 30 degrés sur l'île et la météo prévoit encore du vent. La nouvelle loi sur la bioéthique sera discutée dans les prochains jours au Parlement. Un sujet de débat et de controverse. Au Danemark, la question a été tranchée depuis quelque temps déjà. Là-bas, à la différence de la France, on peut choisir sur catalogue celui qui vous confiera son sperme. Couleur des cheveux, mais également des yeux, son niveau d'études. Tout est indiqué, répertorié. Et certaines Françaises n'hésitent pas, vous allez le voir, à franchir le pas via Internet. Alors sommes-nous à l'aube d'une forme d'eugénisme ? C'est le grand format de ce soir. Document signé Lionel Feuerstein et Thierry Breton. Parmi ces descendants de vikings se cache peut-être le père de votre enfant. Car les Danois sont les champions du monde du don de sperme. Prenez Soren. 2 fois par semaine, ce chômeur de 25 ans n'hésite pas à offrir un peu de lui-même à cette banque spécialisée. La première motivation, c'est l'argent que l'on gagne facilement. Et puis c'est sympa de le faire pour des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ici, tout est prévu pour, disons, encourager le donneur. Magazine, calendrier érotique et films de charme. Selon la quantité et la qualité du sperme, il peut empocher de 30 à 70 € par jour. Surtout s'il ne demande pas l'anonymat. Vous savez, si j'étais à la place de ces enfants, plus tard, j'aimerais aussi savoir qui a donné, qui est vraiment mon père biologique. Ces donneurs sont la force de frappe de Cryos. Grâce à eux, la société danoise enregistre à l'étranger près d'1 millier de naissances par an. Ces ventes sont passées de 2 millions d'euros en 2006 à 4 millions aujourd'hui. Ça part à Bruxelles. Ça, c'est pour la Macédoine. Et là, c'est pour Israël. On livre dans plus de 60 pays. Le seul endroit que l'on ne fait pas, c'est l'Antarctique. Au départ, Cryos ne traitait qu'avec les cliniques. Aujourd'hui, la société vend directement le sperme aux clients via Internet. Le traitement leur coûte en moyenne entre 1 500 et 2 000 €. C'est ce qu'ils appellent le modèle américain. Aux États-Unis, ce ne sont pas les docteurs, mais les patients qui choisissent leur banque de sperme et sélectionnent leurs donneurs. Ils ont des attentes et des besoins différents. À Copenhague, d'autres sociétés vont encore plus loin, comme la Banque européenne de sperme. Pour 500 €, ses clients ont accès à un fichier de donneurs bourré d'informations. Tout y est. Détails physiques, la taille, la couleur des yeux, niveau d'études, mais aussi les photos enfants du géniteur. On peut même entendre le son de sa voix. Vous êtes toujours étudiant? Oui. Ok, et qu'est-ce que vous étudiez? Je passe un diplôme dans le commerce. Les meilleurs profils sont gardés, mais peut-on parler d'eugénisme? Notre banque est justement à l'opposé de l'eugénisme, parce que nous laissons le patient choisir comme dans la vraie vie. Vous et moi, nous choisissons nos partenaires. Les banques de sperme danoises approvisionnent le monde entier, et même la France, où 300 à 400 Françaises passent commande directement sur Internet, et ce, en toute illégalité. C'est le cas pour Nathalie. À 37 ans, cette célibataire voulait un enfant. Mais en France, les inséminations sont réservées uniquement aux couples stériles, hétérosexuels. Certaines personnes m'ont dit pourquoi tu prends pas le risque de faire un enfant avec quelqu'un qui... Et je dis oui, mais c'est pas la même démarche après derrière entre une personne d'un soir et cette démarche-là où le père biologique est d'accord avec ce que je fais. Je ne vole la paternité à personne. Cette Parisienne a donc sélectionné elle-même son donneur danois sur Internet. Une démarche difficile à vivre. On est sur quelque chose de totalement dématérialisé, déshumanisé. On achète un papa biologique en fait. Et quand on réfléchit dans les faits à ce qu'on est en train de réaliser, c'est quand même plus que perturbant. Maintenant, l'envie d'avoir cet enfant est plus forte. Nathalie a été suivie en France par son gynécologue qui l'a aidée à suivre le traitement malgré les interdictions. En tout, elle a dépensé 2 000 € et beaucoup d'énergie. Aujourd'hui enceinte, elle estime que cela en valait la peine.
Il est 20h17 à suivre. Dans un instant, la clôture du mondial de l'automobile ce soir est l'heure du bilan. Moins de monde dans les allées, mais plus de ventes selon les constructeurs. Un dimanche de sport avec les dernières images et résultats de la Ligue 1 de football. Saint-Etienne marque le pas. En déplacement à Nice, le leader Rennes n'a pu faire que match nul à Lens. En fin du cinéma avec le box-office de la semaine. Et puis, Guillaume Canet est notre invité ce soir. Il vient nous présenter son dernier film, Les Petits Mouchoirs. Film personnel, intime et intense qui sort mercredi prochain. Mais avant cela donc, les portes du mondial de l'automobile sont en train de se fermer. L'heure du bilan pour les constructeurs et les organisateurs. On retrouve tout de suite sur place le reportage de Luc Bazizin et d'Alexis Fischer. Klaxon et musique pour fêter une fin de salon avec le 100e bon de commande signé chez ce constructeur italien Lancia. C'est une marque qui fait 4000 voitures par an en France et déjà en faire 100 sur le mondial, c'est une performance extraordinaire. Vous étiez fixé quoi comme objectif? 90. Et donc on l'a dépassé largement ce soir. Et sur tous les stands, l'attraction aura été la voiture, mais pas seulement. Bonjour monsieur. Oui, des centaines de documentations et autres petits cadeaux auront fasciné les visiteurs. Des milliers, on a 400 sacs par demi-heure en fait. Et là, vous êtes épuisé? Un petit peu, mais on n'est jamais épuisé à 100%. Voilà monsieur, passez une bonne journée, au revoir. En fait, le salon a accueilli 1 200 000 visiteurs, soit 200 000 de moins qu'il y a 2 ans, mais avec plus de promesses d'achat, peut-être l'attrait de la nouveauté. Il y a toute une partie nouvelle qui est l'histoire de l'automobile de demain concernant les nouvelles énergies, qui s'est affirmée aujourd'hui. Et puis il y a le rêve, et donc le rêve l'emporte sur la fatigue. Infatigables et intarissables, petits et grands ont partagé le même sujet de conversation pendant plus de 15 jours, avec toutefois des véhicules électriques qui intriguent et induisent des questions parfois déroutantes. On nous demandait si on pouvait recharger la voiture chez soi. Donc non, on ne peut pas rentrer la voiture dans l'appartement et non, on ne peut pas la recharger chez soi. Au total, plus de 100 nouveautés auront été présentées dans un même écrin, de quoi accumuler de la fatigue du côté des visiteurs et surtout des exposants. C'est bien de finir, en revanche c'est pas totalement terminé parce que tout ce beau décor doit disparaître en 5 jours et donc pour ça il va y avoir quelques nuits blanches qui vont arriver. Maintenant, 5 nuits et 5 jours de démontage vont permettre de libérer la place comme si personne n'était jamais venu. Un dimanche de sport avec le football et la Ligue 1. Je vous le disais tout à l'heure, Saint-Etienne marque le pas. Défaite des Verts à Nice ce soir. Lorient s'impose face à Valenciennes. Et c'est Rennes qui conserve sa place de leader. Le football et quelques images insolites du week-end avec Aaron Tanzit. Le tournant du match. Bergassio emporte tout sur son passage. L'attaquant stéphanois est exclu. Et les Niçois menés 1-0 sur leur pelouse en profitent pour revenir dans la partie. Mounier égalise. Puis Ben Saada donne la victoire à Nice 2-1 face à Saint-Etienne. En fin d'après-midi, Lorient a battu Valenciennes. Lens et Rennes ont fait match nul 0-0. L'icône du football français a parlé. Zidane déclare avoir envie de collaborer avec l'actuel entraîneur du Real Madrid, un certain José Mourinho. En septembre dernier, l'ancien numéro 10 des Bleus avait participé à une séance d'entraînement de l'équipe de France à l'invitation de son ami Laurent Blanc. De quoi lui donner quelques idées. Zidane entraîneur, une affaire à suivre. C'est le Forrest Gump français. Il s'appelle Serge Girard, il a 56 ans et vient de boucler ce matin dans le bois de Vincennes son incroyable pari de traverser en courant 25 pays européens en une année, sans un jour de repos. De l'acropole d'Athènes en passant par le Colisée de Rome, à raison de plus de 73 km par jour, il aura parcouru un total de 27 000 km. Encore plus fou, avec des images à vous couper le souffle. Suspendu à un fil à plus de 4000 mètres d'altitude, du funambulisme mêlé à de l'alpinisme. Ils ont d'abord grimpé au sommet des aiguilles du diable dans les Alpes. Là, ils ont installé un câble entre deux pics pour traverser le précipice. Ils sont français et en cas de chute, rassurez-vous, ils sont retenus grâce à un mousqueton. Impressionnant. La page cinéma ce soir, et c'est un film attendu qui sort mercredi, le 3e en tant que réalisateur pour Guillaume Canet. Ne le dit à personne, avait déjà marqué les esprits. Les Petits Mouchoirs pourraient bel et bien marquer les cœurs. Pour une autre génération, c'est un film qui rappelle le cinéma de Sauté et Vincent, François, Paul et les autres. Bonsoir Guillaume Canet. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. D'abord, on ressent, tout d'abord, quand on voit ce film, que c'est un film forcément très personnel. Oui, très personnel et en même temps qui s'adresse à tous. Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser à tout âge. C'est quoi ces petits mouchoirs? C'est quoi ces petits mouchoirs? Les petits mouchoirs, c'est le mouchoir qu'on met sur les choses qu'on ne veut pas reconnaître de soi ou des autres et comment
on arrive finalement à faire des petits mensonges qui ne sont pas là pour heurter les gens, mais qui sont là justement pour ne pas les heurter, pour ne pas les blesser, donc pour éviter d'être dans le conflit, dans la confrontation. Donc on dit rien, on laisse tomber, on se dit que ça passera avec le temps, et puis forcément c'est comme la poussière sous le tapis, ça amoncelle. Ça amoncelle. Et puis voilà, c'est une bande qui va prendre une décision qui va faire que ils vont être rongés par une certaine culpabilité. Et en fait, leurs traits de caractère et leurs petits mensonges vont éclater au grand jour. Un film, on va dire, allez, générationnel, mais c'est pour ça que je parlais du film du cinéma de Sauté de Vincent François Paul et les autres, cette référence-là, parce qu'il est tout public, c'est-à-dire que finalement, il fait écho à ce que certains ont été, ou sont aujourd'hui, ou seront demain. Oui, totalement, parce que c'est des questions qu'on peut se poser, comme je disais, à n'importe quel âge, de savoir est-ce que j'ai la vie que j'ai vraiment envie d'avoir, est-ce que j'ai la femme que j'ai vraiment envie d'avoir, est-ce que je fais le métier que j'ai vraiment envie de faire. Enfin, toutes ces questions-là qu'on peut se poser à n'importe quel moment de sa vie où on se dit... Et que vous vous êtes aussi posé à un moment donné, puisque... Bien sûr. Et puis le fait de savoir s'écouter aussi, l'instinct naturel, animal que l'on a et qui fait qu'aujourd'hui on vit dans une société, dans un monde où on est totalement conditionné et on vit ce qu'on nous propose de vivre, mais on ne vit pas forcément ce qu'on ressent de vivre nous-mêmes. Alors l'instinct, ils l'ont, les acteurs. Pas de premier rôle dans ce film, mais des hommes et des femmes avec une réelle intensité. On y retrouve François Cluzet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Valérie Bonneton. On a envie de tous les citer, les petits mouchoirs, que nous présente tout de suite Marie Jaujoin. Et on se retrouve juste après. Ça ressemble à des vacances, ça a le goût des vacances, et c'était l'objectif de Guillaume Canet pour le tournage au Cap Ferret de ces petits mouchoirs. Jusqu'au décor, une maison où il a immergé ses acteurs pendant 3 jours, quelques mois avant le tournage, histoire de sceller des amitiés. Certaines étaient d'origine. Je suis hyper content. Voilà. Il y avait un grand plaisir de jouer ensemble. C'était pas chacun fait sa partition. À l'intérieur d'un groupe, c'était un groupe entier qui jouait. C'est un orchestre. C'est pas du tout un numéro de soliste. Une bande de potes qui, malgré un événement traumatisant, décident de partir ensemble comme chaque année. Une galerie de portraits où tous vont devoir lever leur petit mouchoir posé sur un secret ou un mensonge. Dans chaque personnage, Guillaume Canet a mis un peu de lui-même. Marion Cotillard partage sa vie. Gilles Lellouche est un ami de toujours. Un film où l'amitié et l'amour se frôlent, toujours avec humour. Il m'arrive un truc de dingue. Ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. J'ai même pas envie de coucher avec toi. Hein. Bon, peut-être que ça viendra. Bon, mais ça va pas maintenant, quoi. Je deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Ça traite surtout des moments charnières dans notre vie où on se pose des questions, où on redéfinit nos priorités, où par un événement particulier, on va regarder quelque chose qu'on ne regardait pas forcément avant et qui va nous amener à une réflexion sur nous-mêmes. C'est 15 jours là que je vois tous soi-disant amis là en train de nous mentir les uns les autres. Mais c'est quoi être ami? C'est laisser votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort c'est plus important. Regard aiguisé sur une génération quelquefois égocentrée. C'est vrai que c'est compte entre amis. Et je crois que le vrai message que Guillaume voulait faire passer dans le film, c'est il faut dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et le plus vite possible. Sans mièvrerie, un film qui donne l'envie de renouer des liens parfois distendus. À l'évidence, un nouveau grand classique de cinéma. J'avais oublié tout à l'heure Pascal Arbilleux, Laurent Lafitte, qui sont également très justes. Guillaume Canet, c'est compliqué de filmer ses amis finalement. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une sorte de schizophrénie entre la fiction et la réalité? Parce que vous étiez tous là sur ce tournage, vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Ça peut être compliqué parce que c'est vrai il y a une proximité qui fait qu'il y a moins de barrières, quoi. Donc on ose se dire les choses plus facilement. Maintenant, ça a un avantage énorme parce que filmer d'abord les gens qu'on aime, on les filme mieux. Bien. Et on les filme avec amour. Et puis surtout, ça a amené ce que moi je recherchais dans le film, c'est cette complicité. Cette crédibilité dans la complicité dans les films comme Un éléphant ça trompe énormément ou Les copains d'abord, qui sont des films moi qui m'ont totalement inspiré. J'avais envie de ça. J'avais envie que des choses palpables soient à l'écran sans forcément qu'on les dise et qu'on sente cette bande, qu'on a envie d'en faire partie. Et je crois que c'est la plus grande qualité, en tout cas, enfin le plus grand retour que j'ai qui me fait vraiment plaisir dans les salles. C'est que les gens me disent qu'ils ont envie de faire partie de la bande. Alors c'est un film sur l'amitié, mais c'est un film où on se dit les choses. Clairement, à un moment donné, effectivement, on ressent les tensions, on n'hésite pas à les faire tomber un peu ces petits mouchoirs. Ouais. Et quand on se dit les choses, parfois c'est un peu dur. Bah oui, toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Ça dépend de la manière dont on les dit aussi.
Voilà, moi j'ai voulu faire un constat simplement sur le fait que c'est vrai qu'on n'a qu'une vie, qu'elle passe assez vite et que souvent on passe à côté des choses ou des gens parce que on ne fait pas attention, on est souvent vraiment, on se regarde son petit nombril et puis on n'essaie pas de voir ce qui se passe autour, ses amis, comment ils vont, comment ils ont besoin de nous. Et je pense que c'est important parce que c'est un équilibre qui permet de vivre mieux, je pense. Un film sur la vie, on rit, on pleure aussi, beaucoup, en tout cas, pour certains, ça dépend. Un mot de la musique, c'est très important dans ce film, encore une fois, très personnel, avec des séquences effectivement... Oui, il n'y a pas de score. Moi, je voulais pas de la composition d'un musicien parce que je voulais pas. Je pense que c'est un film d'acteur et je voulais pas un autre personnage qui puisse être un compositeur. C'est des morceaux qui puissent. Ça pourrait être le CD en fait de la bande qui s'écoute pendant les vacances. Et d'ailleurs, je m'en suis beaucoup servi pendant le film. Ils ont beaucoup joué eux en musique. Ils avaient des oreillettes parce que je voulais qu'ils soient dans le rythme comme tous les techniciens. C'est quelque chose qui est très fédérateur pour moi et qui me permet vraiment de mettre tout le monde dans la même ambiance, dans la même émotion, dans le même rythme. 2 derniers mots. Je sais que vous êtes proche de Jean Rochefort. Il a vu votre film? Oui, il a vu le film et il m'a dit des choses très très belles. D'ailleurs sur le plateau de Michel Drucker quand il est venu. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, pour qui j'ai un immense respect. Et qui a tourné dans un de ses films qui vous a profondément marqué. Et qui m'a dit des très belles choses dans le film, sur le film, ça me touche beaucoup. Alors, c'est le 3e film, effectivement, en tant que réalisateur. C'est un film déjà très abouti. Est-ce que vous avez encore d'autres idées, d'autres envies? Vous n'êtes pas blasé? J'ai beaucoup, j'ai énormément à apprendre. On vous a tellement demandé de vous calmer un petit peu, j'ai cru comprendre. Non mais tout va bien. Mais ce film m'a appris beaucoup. Ce film m'a appris beaucoup sur la vie, sur la façon de voir les choses, d'envisager les choses, de savoir apprécier les choses. Mais j'ai beaucoup à apprendre, énormément à apprendre encore en tant que metteur en scène, en tant que directeur d'acteur. Enfin, il y a plein de choses. Alors, film thérapeutique pour vous, pour nous, un très joli film en tout cas, un film de bande, et un film qui va marquer les esprits. Un petit clin d'œil à Joël, l'ostréiculteur, qui n'est pas acteur, qu'on voit dans le film. Oui, c'est la vraie révélation du film. C'est vrai que Joël est un ami de longue date. Ça fait des années que je vais sur sa terrasse manger des huîtres. C'est lui qui fait éclater. Et voilà, et il joue pratiquement son propre rôle. Il joue un ostréiculteur, c'est pas exactement sa vie, mais en tout cas, il est ostréiculteur dans la vie et il est formidable dans le film. Il a un charisme extraordinaire. Merci beaucoup. Les petits mouchoirs sortent mercredi prochain. On regarde ensemble le box-office de la semaine. En tête, Arthur III, La Guerre des Mondes, 3e et dernier volet du héros. Pour enfants créé par Luc Besson, puis The Social Network, le portrait de l'inventeur de Facebook. Et enfin, elle s'appelait Sarah, très joli film avec Christine Scott Thomas, signé Gilles Paquet-Brenner. Et puis ce rappel quotidien, cela fait désormais 292 jours que nos 2 confrères, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce dimanche. C'est le durcissement du conflit autour des raffineries, mais également à la SNCF, et une menace de blocage également dans les transports routiers. Ce soir, le Premier ministre a confirmé que le débat sur la réforme des retraites ira à son terme au Sénat. Et il indique également qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant dans le pays. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite, un point sur la météo de la semaine avec Tania Young, 20h35. L'illusionniste avec Edward Norton. Demain, dès 6h30 télématin, 13h, Élise Lucet, 20h, David Pujadas. Passez une très belle soirée et à bientôt. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Sur France 2, tout de suite. Avec Edward Norton, tout n'est qu'illusion, sauf l'amour. Veux-tu vraiment partir avec moi? Oui. Je le veux. Tout de suite, émission de solution avec la Massif. Il faut savoir que des roues avec un moteur électrique incorporé, ça existe déjà.